me présente, Jean-Pierre Lielm, je suis adhérent de l'UPR depuis plusieurs années et je m'intéresse par goût personnel tout simplement, plus particulièrement à la politique étrangère de notre pays. Si vous me demandez des renseignements sur l'euro ou l'économie, je serai absolument nul. Mais par contre, je m'intéresse depuis longtemps à tout ce qui concerne la politique étrangère de notre gouvernement. Donc c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir de faire ce travail. J'ai essayé donc d'être très factuel, c'est-à-dire de partir des éléments que j'ai pu trouver sur différents sites des organismes concernés et des déclarations des personnages officiels que vous allez voir au fur et à mesure de cette présentation. Donc évidemment, il faut commencer toujours par un peu d'histoire. Donc le texte de ce traité a été signé le 4 avril 1949 et il établit donc le Conseil de l'Atlantique Nord. Les pays signataires sont au nombre de 12, les USA, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique et l'Islande. En 1950, le Conseil de l'Atlantique Nord décide la création d'une organisation militaire qui est intégrée, qui est permanente et qui constitue encore actuellement la marque distinctive de l'OTAN et lui assure des capacités militaires qu'aucune autre alliance ne possède à ce jour. Sur le site d'ailleurs de l'OTAN, l'OTAN se définit lui-même comme une alliance politique et militaire. Donc l'objectif de l'OTAN est de garantir la liberté et la sécurité de ses membres par des moyens politiques et militaires. Politique d'abord, l'OTAN s'emploie à promouvoir les valeurs démocratiques. Là, on remarque que les critères de la démocratie ne sont pas définis et permet à ses membres de se consulter, de coopérer sur les questions de défense et de sécurité afin de résoudre les problèmes, d'instaurer la confiance et à long terme de prévenir les conflits. Sur le plan militaire, l'OTAN est attachée à la résolution pacifique des différends, notion qui est quand même très importante qu'il va falloir se souvenir dans la suite. Si les efforts diplomatiques échouent, elle dispose de la puissance militaire nécessaire pour entreprendre des opérations de gestion de crise, et celles-ci sont menées en application de la clause de défense collective du traité fondateur, article 5 du traité de Washington, sur lequel on va revenir, et sous mandat de l'Organisation des États-Unis par l'OTAN seule ou en coopération avec des pays non membres ou d'autres organisations internationales. Vous voyez que les possibilités que se laisse l'Alliance à sa création sont assez larges. Bien, alors il faut évidemment parler de la charte. Je ne vais pas vous lire tous les articles de la charte, quoiqu'elle n'est pas très importante, il n'y a que 14 articles. On va s'arrêter sur les articles les plus importants. L'article 1, les parties s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la Charte des Nations Unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées. Phrase là aussi qu'il va falloir donc bien se rappeler dans les évolutions ultérieures. Et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies. L'article 5 est un article extrêmement important parce que c'est lui qui lie tous les pays ensemble. Dans cet article 5, les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles, survenant en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. En conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telles actions qu'elle jugera nécessaires, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité dans la région Atlantique Nord. Rappelez-vous bien également Atlantique Nord. Dans l'article 6, cette possibilité d'intervention armée est précisée. Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée contre le territoire de l'une d'elles en Europe ou en Amérique du Nord, ainsi que toute autre région de l'Europe dans lesquelles les forces d'occupation de l'une des parties étaient stationnées à la date à laquelle le traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée, ou dans la région de l'Atlantique Nord, au nord du tropique de Cancer, au-dessus de ceux-ci. Le tropique de Cancer, pour votre information, passe à peu près
au sud de l'Algérie et de la Libye. Enfin, le dernier article important, c'est l'article 13 qui permet de sortir de l'OTAN, un pays donc après que le traité aura été en vigueur pendant 20 ans, ce qui est largement le cas maintenant. Toute partie pourra mettre fin au traité en ce qui la concerne, un an après avoir avisé de sa dénonciation, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera les gouvernements des autres parties. Bien, alors l'OTAN est une énorme machine qui a une structure extrêmement complexe. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'alliance politique, avec le Conseil de l'Atlantique Nord. Le Conseil de l'Atlantique Nord, c'est l'organe suprême de décision de l'Alliance. Le président et le secrétaire général. Actuellement, c'est le Norvégien Jens Stoltenberg. Il y a un représentant par pays. Il y a des décisions qui sont prises à l'unanimité. Il y a les comités sont des vastes réseaux dans tous les domaines. Il y a un comité politique, il y a un comité logistique, il y a un comité de normalisation pour que les normes des armes d'un pays à l'autre correspondent. Il y a des comités de défense aérienne, je ne vous les cite pas tous, ils sont extrêmement nombreux. Il y a ensuite le Nuclear Plan Group, dont ne fait pas partie la France, qui en tant que force disposant de la bombe nucléaire a préféré garder son indépendance. Et puis il y a l'Assemblée des parlementaires, donc nous sommes toujours dans l'alliance politique, l'Assemblée des parlementaires avec 257 membres. Il y a des délégations de 14 pays associés non membres, mais qui sont invités au débat. À noter que le 2 avril 2014, la Russie s'est vue supprimer son statut de membre associé. Et puis il y a l'alliance militaire. L'alliance militaire est une ramification de différents commandements. En gros, si vous voulez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un état-major international et qu'il y a donc un commandement qui est à Mons, près de Bruxelles, en Belgique, qu'on appelle le SHEP, qui sont les initiales de Supreme Headquarters Allied Power Europe. Et il y a également un poste de commandement, un centre de transformation des structures qui est à Norfolk aux États-Unis, l'ACT. Donc les comités militaires sont assez nombreux également, et puis il y a le commandement allié des opérations. Enfin, c'est une ramification, si vous voulez, de différentes branches qui emploient un personnel énorme. Il y a également d'autres structures sur lesquelles je ne m'étendrai pas, c'est le secrétariat international et le secrétaire général. Ce sont les agences de l'OTAN qui entretiennent des relations diplomatiques, politiques avec tout un tas d'autres pays, on le verra tout à l'heure. Et puis ce sont des centres de formation d'un point de vue militaire. Pour vous donner une idée de la complexité de ces organisations, voici tout simplement un organigramme des services de systèmes d'information et de communication, les SIC, qui se composent de deux composantes, les capacités SIC déployables, gérées par le SIC OTAN, basé à Mons en Belgique, et les capacités fixes, donc de la responsabilité de l'agence d'information et de communication. Alors vous voyez que, on ne voit peut-être pas très bien sur la diapositive, mais enfin, dépendent donc du commandement de Mons en Belgique, le commandement des forces interarmées aux Pays-Bas, le commandement aérien qui est à Ramstein en Allemagne, grande base aérienne américaine, commandement maritime allié qui est à Northwold au Royaume-Uni, etc., etc. Donc il y a une organisation extrêmement complexe. Et évidemment, cette organisation nécessite des finances. Et vous avez ici un tableau des dépenses des différents membres de l'OTAN. Alors, le problème du financement de l'OTAN est assez complexe et opaque. Il est difficile d'avoir des renseignements précis parce que certains points, comme les dépenses occasionnées par les opérations secrètes, évidemment, ne sont pas accessibles au public. Bien, vous voyez quand même que sur ce tableau, que le plus grand pourvoyeur de fonds, ce sont les États-Unis, puisque il s'agit ici ça fait 596 milliards par an. Ensuite, le principal contributeur
Les principaux contributeurs qui suivent, c'est le Royaume-Uni avec 53 milliards, la France 39, l'Allemagne 35, et ensuite ça se répartit avec les autres pays. Alors, dans le financement, il faut distinguer deux choses. Il y a le financement direct. C'est celui qui concerne l'argent versé par les différents pays pour le fonctionnement des différents centres de commandement, pour le paiement du personnel. Ce budget civil s'élève à peu près à 235 millions d'euros. Ça correspond aux dépenses administratives. En 2014, il y avait 6 000 employés civils, dont 1 000 au siège de Mons. Et puis il y a le budget militaire, bien entendu, qui est le plus important. Il est divisé en 35 sous-budgets, dont je ne vais pas vous donner le détail, ça n'a pas d'intérêt ici. Et en 2017, eh bien, il y avait environ 1,30 milliard d'euros consacrés essentiellement à la maintenance des structures du commandement et des opérations de l'OTAN. Et puis il y a les programmes d'investissement au service de la sécurité pour le maintien de la mise en niveau des équipements militaires, les aéroports, le carburant, etc. Ça, c'est le financement direct. Et puis il y a également ce qu'on appelle le financement indirect. Car en fait, quand un pays accepte au nom de l'OTAN de lancer une opération militaire sur un théâtre de guerre, eh bien ce pays, par exemple la France, par exemple l'Italie ou l'Espagne, quand elle envoie un bateau en mer Noire, eh bien c'est aux frais du pays qui envoie ses forces armées. Donc, en fait, là, je vous ai parlé d'un budget qui correspond à peu près aux dépenses directes, mais il y a donc tous les financements indirects qui sont pris en charge par les pays en fonction des opérations qu'ils acceptent de faire. Alors, vous avez ici une répartition donc, sur le camembert de gauche, les dépenses en 2015. Donc, vous voyez que 73% des dépenses sont assurées par les États-Unis. Ensuite, 6% par la Grande-Bretagne, 5% par la France, 4% par l'Allemagne, et ensuite 2% par la Norvège. Voilà. Et sur la droite... L'Italie, Jean-Pierre. Pardon, l'Italie, là. D'accord. Bien, donc, sur les dépenses par habitant, on voit qu'en 2015, c'est les États-Unis qui consacrent le plus de budget, la Norvège, puis le Royaume-Uni, puis la France, le Danemark. Alors moi, je vous ai souligné un petit peu la Grèce, là, et le Canada, ainsi que la Pologne, parce que j'ai trouvé assez intéressant de constater que par tête d'habitant, la Grèce consacre plus d'argent à l'OTAN que le Canada, qui est quand même une grande puissance, ou même que la Pologne, qui réclame à corps et à cri l'aide de l'OTAN pour se protéger de la soi-disant agression russe. Alors, en fait, il y a une ligne de conduite qui est recommandée par l'OTAN, à savoir qu'il demande à chaque pays de consacrer au financement de l'OTAN 2% de son produit intérieur brut. Donc vous voyez que les États-Unis sont à 3,61, la Grèce encore une fois est de 38, Royaume-Uni de 21, Pologne 2, la France est un peu en retard, elle est actuellement à 1,8, donc elle est un peu en dessous des exigences demandées par l'OTAN. Alors je vous ai mis ici donc une petite, disons, réflexion de Hubert Védrine, ancien ministre donc, des Affaires étrangères, qui dit qu'il nous faut nous concentrer sur les enjeux industriels sans oublier les questions stratégiques. Aujourd'hui, pour l'Europe, une des principales menaces n'est pas militaire mais économique. C'est la perte de la compétitivité par rapport aux pays émergents, mais également par rapport aux États-Unis. Ces derniers ont non seulement un budget de défense qui représente 47% des dépenses militaires mondiales, mais également une avance technologique considérable, et il y a un risque de cannibalisation des crédits de défense par les industriels américains. Il rajoutait d'ailleurs à propos de l'influence de la France depuis sa réintégration du commandement intégré dans l'OTAN, il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas parce que la France obtient des postes de responsabilité dans l'OTAN qu'elle dispose automatiquement d'une influence accrue sur l'ensemble de l'organisation. L'influence est une notion plus complexe.
Bien, alors, on va essayer de faire, disons, un survol rapide des extensions de l'OTAN depuis sa création jusqu'à l'année dernière. Et là, je vous ai mis une petite vidéo. Voilà, alors là je vous ai remis avec les couleurs et les dates, on reprend très rapidement. Donc les entrées en 1952 c'est la Grèce et la Turquie, en 1955 l'Allemagne, en 1982 l'Espagne, en 1990 réunification de l'Allemagne, la partie Est rejoint l'OTAN, en 1999 Pologne, République tchèque, Hongrie, en 2004, alors là en 2004 ils ont fait fort, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. Enfin 2009, Albanie et Croatie, et puis 2017, donc le Monténégro. Bien, maintenant je vais vous montrer une autre petite vidéo qui fait plutôt un éclairage particulier sur les relations OTAN et France. Alors qu'aujourd'hui les travaux de son nouveau siège à Bruxelles s'achèvent, le quartier général de l'OTAN est établi à partir de 1952 à Paris, tout d'abord au Palais de Chaillot, au pied de la Tour Eiffel, puis à la Porte Dauphine. Mais c'est aussi en France, à Rocancourt, qu'on établira le grand quartier général de l'OTAN en Europe. Alors si on rajoute les bases de l'armée de l'air américaine, celles de l'armée de l'air canadienne, les pistes de secours, les dépôts de munitions, génie, intendances, les hôpitaux et les bases navales, il y a eu rapidement comme un parfum de chewing-gum, de Jeep et de saxo de Glenn Miller sur tout l'Hexagone. Alors certains étaient contents car ils se sentaient protégés, et d'autres ne l'étaient pas, car ils ne se sentaient plus chez eux entre le jazz et la Java. Et parmi les plus connus des mécontents, eh bien, il y avait le président Charles de Gaulle. Enfin stratège, de Gaulle va vouloir à la fois couvrir ses arrières et redevenir libre de ses agissements. Alors, il va rester dans l'OTAN, au cas où, mais il va sortir du commandement intégré de l'organisation qui lui enlève toute liberté stratégique, diplomatique, de qui est son ennemi, qui ne l'est pas, mais aussi sur son industrie de défense.
Il signifia donc le 7 mars 1967 au président Johnson que la France recouvrait dès à présent sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté. Les militaires étrangers vont donc quitter l'Hexagone jusqu'à ce que le décret du 14 octobre 2016 ne vienne donner les modalités de leur prochain retour, et ce, sans que les Français n'aient été consultés. D'ailleurs, un décret dont l'entrée en vigueur aura été bizarrement anticipée au 11 septembre, et on ne sait pas pourquoi. Le temps a passé, et nos hommes politiques qui se réclament pourtant du gaullisme vont être pris d'une soudaine amnésie. En décembre 1995, c'est Jacques Chirac, à peine président, qui réintègre le Conseil des ministres et le Conseil militaire de l'OTAN. Nicolas Sarkozy, pourtant adepte du respect des référendums, va faire revenir la France dans le commandement intégré de l'OTAN en avril 2009, sans bien entendu demander quoi que ce soit aux Français. Désormais, c'est Washington qui pilote. Pour revenir à la case départ, il ne suffira plus que de rouvrir la porte aux militaires étrangers dans nos bases, ce que va s'empresser de faire François Hollande en avril 2016, toujours à l'écoute des Français. Le porte-avions Charles de Gaulle va être mis sous commandement américain lors de la lutte contre l'État islamique. Pourtant, 8 ans avant, presque jour pour jour, il invita les députés à voter une motion de censure contre la réintégration voulue par Nicolas Sarkozy. Et il dit « Si notre pays reste l'allié et l'ami des États-Unis, ami ne veut pas dire soumis, et allié ne veut pas dire aligné. » Pour finir avec, dans toute démocratie digne de ce nom, de tels arbitrages auraient été rendus après un vaste débat public et avec un vote solennel du Parlement. Merci François. Il y aura bien eu le rapport d'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères jusqu'en 2002, qui dira en novembre 2012 « Pour de nombreux pays dans le monde, la non-participation de la France au commandement intégré de l'OTAN était devenue le symbole d'une France non alignée et donc autonome par rapport aux États-Unis en politique étrangère. Quelle serait la politique industrielle française et européenne si on se laissait cannibaliser par le complexe militaro-industriel américain ? En janvier 2014, le président Hollande saisit donc le Conseil de l'Atlantique Nord d'une demande d'adhésion au protocole sur les statuts juridiques des quartiers généraux, ce signé en 1952. Laurent Fabius, son ministre des Affaires étrangères, déposera le projet de loi au Sénat 2 ans après, en procédure accélérée, et sera donc voté le 7 avril 2016 à l'Assemblée nationale. Et n'en déplaise à François Hollande, il n'y aura pas eu de vaste débat public dans une démocratie qui n'aura donc pas été digne de ce nom. Désormais, nous connaissons les statuts juridiques des quartiers généraux de l'OTAN sur notre territoire. Nous savons où ils devraient être postés, Lille, Strasbourg, Toulon et Lyon, et nous connaissons les statuts juridiques des militaires étrangers sur notre sol. Reste une question en suspens, et c'est pas une paille, quel futur pour notre dissuasion nucléaire ? Voilà, alors l'OTAN aujourd'hui, aujourd'hui l'OTAN est composée de 29 membres, dont vous avez la liste ici par ordre alphabétique. La dernière entrée étant donc le Monténégro. Alors à noter qu'en bas, vous avez donc, tout ça je l'ai recueilli sur le site, vous pouvez le retrouver, neto.international. Être membre de l'OTAN est ouvert à tout pays européen qui se sent dans une position de poursuivre les principes du traité et de contribuer à la sécurité de la zone Atlantique Nord. Il y a également une sorte de club, Membership Action Plan, qui s'est créé pour aider les différents pays postulants à répondre aux critères d'entrée. Alors, voici une carte qui vous montre les pays de l'OTAN. Elle n'est pas tout à fait complète dans la mesure où vous apercevez juste le sud de la Norvège et vous ne voyez pas l'Islande, ni bien sûr le Canada et les États-Unis. Mais vous avez les autres pays qui sont en gris bleu. Alors, dernièrement, à l'heure actuelle, 3 candidats sont officiellement reconnus en plus du Monténégro. Je les ai entourés de noir, je ne sais pas si on voit. Donc, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie, qui sont candidats pour rejoindre l'OTAN.
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des comités de relations politiques de l'OTAN avec tout un tas de pays. Vous avez toujours sur le site de l'OTAN, que vous pouvez vérifier, vous avez la liste des pays avec lesquels ils sont en communication permanente. Alors, sur la droite, vous avez FIRST en général, donc ça veut dire qu'ils sont en relation avec le Premier ministre, soit le Parlement, soit un membre du gouvernement, soit Statehead, c'est-à-dire le chef de l'État. Et vous voyez que les relations de l'OTAN sont vraiment très vastes, puisqu'on trouve des relations avec la République de Corée, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, l'Arménie. Voilà. Hein. Bien. À noter d'ailleurs qu'en Arménie, un pays qui n'est pas grand comme la Belgique, qui a, au cours de son histoire, subi de considérables réductions de son territoire. Il y a à peu près 3 millions d'habitants en Arménie et il y a donc rattaché à l'ambassade américaine donc, de Yerevan 2500 Américains. On ne sait pas ce qu'ils font là. Bon, ben ça c'est pas dans le cadre de l'OTAN, mais c'est au passage. Bien, alors voici une carte avec les bases, les contingents et les matériels. Donc ça c'est les centres de commandement. Alors je ne vous dis pas les noms, ils sont très techniques. Vous avez le MARCOM, Alliance Maritime, Alien Maritime Command, etc. Donc vous avez le MARCOM, il est en Angleterre, vous en avez un autre au Portugal, vous avez ici les différents centres, vous en avez un autre en Italie et vous en avez un autre en Turquie. Ça, ce sont les différents centres de coordination de l'OTAN en Europe. Voici maintenant une autre carte avec les bases, les contingents, le matériel. Là, ce sont les stocks de carburant, ce sont les aéroports, ce sont les bases militaires, et vous voyez qu'elles sont réparties à peu près dans toute l'Europe. Autre carte, toujours qu'on trouve sur le même site, c'est les points chauds estimés par l'OTAN. C'est-à-dire que ce sont les points où l'OTAN estime qu'il est indispensable de maintenir des troupes en activité en quelque sorte, enfin prêts à combattre. Ce sont les différents points. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a la mer Noire, il y a la Baltique, où il y a des navires de l'OTAN. Bien, quand on va donc sur le site de NATO.international, on trouve ceci. Et c'est le résumé des différentes interventions qu'a fait l'OTAN avec les différentes explications. Alors vous voyez qu'en 1993-96, en Adriatique, il y a eu un embargo sur les armes imposées à la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Vous voyez également qu'il y a en 1999 les bombardements aériens sur la Serbie. Et quelque chose qui m'a vraiment complètement étonné, c'est que l'OTAN dit même sur ce site que cette intervention donc, au Kosovo a été réalisée sans l'accord de l'ONU. Ils le disent, c'est écrit. C'est quand même assez extraordinaire, hein. Ce qui évidemment est en contradiction avec les articles de la charte que je vous ai lus au début. Bon, il y a eu également des déploiements divers en Albanie. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, c'est 2011, opération navale et aérienne menée par l'OTAN de mars à octobre 2011 dans le but d'entraîner la chute du régime du colonel Kadhafi. Donc vous voyez que l'OTAN vous dit clairement tout ce qu'elle fait. Alors, il est intéressant de noter par exemple qu'il y a un document très important qui est sorti en janvier, c'est le National Defense Strategy, qui a été publié par donc, le département d'État américain. Et dans la préface, il y a certaines considérations que je vous ai mis là. La Russie a violé les frontières des nations voisines et poursuit sa volonté d'imposer à ses voisins ses décisions en ce qui concerne la sécurité, la diplomatie et l'économie. Et il y a écrit un peu plus bas, il est de plus en plus clair que la Chine et la Russie veulent modeler un monde conforme
à leur modèle autoritaire. Et toujours dans ce document, on voit que, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est en rapport avec l'OTAN, eh bien, qu'il faut fortifier l'alliance de l'OTAN, qu'une Europe forte et libre, basée sur les principes de la démocratie et de la nationalité souveraine, est vitale pour la sécurité des États-Unis, our security, et que cette alliance dissuadera de l'aventurisme russe. Alors, tout ceci m'a amené, bien que ça n'ait pas un rapport direct avec la France, à considérer un petit peu les relations de l'OTAN et de la Russie, parce que, étant donné l'article 5 du traité qui forcément nous entraînerait dans un conflit si malheureusement un conflit éclatait entre l'OTAN et la Russie, c'était quand même important d'examiner un peu ce problème. Donc voici une petite vidéo qui compare les effectifs des deux parties. Bien, alors toujours à propos donc de la Russie, il y a des documents qui ont été déclassifiés récemment et étudiés par l'université de George Washington aux États-Unis. Et il y a bien eu un accord tacite sur la délimitation des frontières de l'OTAN entre donc les dirigeants occidentaux, Helmut Kohl, Robert Gates, Margaret Thatcher, James Baker et George Bush, et également Dietrich Genscher et François Mitterrand. Au cours du mois de février 1990, le secrétaire d'État américain James Baker avait déclaré à Mikhail Gorbatchev que l'OTAN n'avancerait pas d'un pouce en dehors des frontières actuelles de l'Alliance. Enfin, c'est en ces mots que Helmut Kohl s'adressait à Mikhail Gorbatchev le 10 février 1990. Nous croyons que l'OTAN ne devrait pas étendre la sphère de son activité. Nous devons trouver une solution raisonnable. Je comprends parfaitement les intérêts de sécurité de l'Union soviétique. Là-dessus, en 1972, il y a eu le retrait par le père Bush du traité antibalistique missile. En 1995, intervention de l'OTAN en Bosnie contre les intérêts de l'allié serbe. En 1999, malgré les recommandations de Moscou, l'OTAN incorpore la Hongrie, la Tchéquie et la Pologne. Ça s'est un peu calmé après le 11 septembre 2001, puisque Moscou autorisa le passage de l'OTAN sur ses bases d'Ouzbékistan et Kirghizistan pour qu'elle puisse transiter vers l'Afghanistan. Mais le sommet de l'OTAN à Prague en 2002 a ensuite mis fin à cette entente cordiale. Et puis dernièrement, le déploiement récent des systèmes antimissiles américains en République tchèque et en Pologne, confirmant l'expansion de l'OTAN jusqu'aux frontières russes, acheva de dégrader les relations entre la Russie et l'Alliance. Le 12 décembre dernier, le Congrès américain a voté la loi de finances 2018 qui autorise la dépense de 200 millions de dollars quant à la réparation des anciennes structures militaires états-uniennes en Europe. Elle autorise par là même la construction de nouvelles structures militaires et une large partie en Europe de l'Est. Un document du commandement de forces des États-Unis, basé en Europe, explique que le budget 2018 s'inscrit à la suite des financements précédents de l'EDI afin de consolider la dissuasion. Voilà, donc vous avez à droite les différents investissements qui sont prévus pour les différentes bases. Vous en avez donc en Islande, en Norvège, en Estonie, en Lituanie, en Slovaquie, etc. Alors, toujours pour rester sur des choses factuelles, je me suis attardé un petit peu sur certaines déclarations. En janvier 2018, l'ex-secrétaire américain de la Défense, Ashton Carter, a déclaré à Davos que l'OTAN devait mettre au point
un plan d'action dans l'hypothèse d'un conflit avec la Russie. Je pense qu'il est nécessaire que nous et les collègues de l'OTAN mettions au point un plan d'action militaire contre la Russie. Il nous faut également un plan dans l'hypothèse de l'invasion des États baltes par des hommes verts qui pourraient utiliser les minorités nationales. Ashton Carter fait ici allusion à, disons, des hommes envoyés par Moscou pour préparer, mais qui n'étaient pas des militaires. Quand le Parlement de la Crimée a voté un référendum pour demander à la population si elle voulait être indépendante, il y a eu une aide apportée par donc des éléments russes dans l'organisation. Dans le journal du Monde, le 15 février 2018, les ministres de la Défense de l'OTAN doivent s'entendre mercredi 14 et jeudi 15 février à Bruxelles sur les grandes lignes de nouvelle refonte des structures de commandement de l'Alliance Atlantique. Elle vise à rendre l'Alliance plus efficace en cas de crise de haute intensité. En clair, mieux dissuader et répondre aux nouvelles menaces venant de certains États, au premier rang desquels la Russie. Donc, toujours dans le cadre des mouvements de l'OTAN, eh bien, on constate que le 14 février 2018, cette année, le navire britannique Entreprise a pris part à 21 jours d'exercice dans la mer Noire pour renforcer la capacité de l'OTAN à protéger la souveraineté nationale par la défense collective. Mac Outlev, représentant de la Royal Navy, a déclaré « Il est essentiel que l'OTAN et ses pays alliés travaillent ensemble pour assurer une présence maritime forte dans les eaux internationales de la mer Noire. » Et le 2 mai, donc tout récemment, il y a 8 jours, un nouveau groupe naval est entré dans la mer Noire. Ce groupe, qui est actuellement localisé près des frontières russes, comprend des frégates de force navale d'Espagne, de Turquie et d'Allemagne, le vaisseau amiral et le destroyer lanceur de missiles britannique HMS Duncan. Et enfin, pour terminer ce survol des activités de l'OTAN vis-à-vis de la Russie, eh bien, vous allez voir que la première division blindée du Texas donc, va se déployer en Europe. Voilà. Et voici donc ce que j'ai trouvé sur le site donc, de la... Voilà, vous avez les chars qui partent du Texas pour être mis sur bateau et ensuite être déployés donc, dans le cadre de l'opération Atlantic Resolve qui donc va se déployer en Pologne. Il y a 90 chars Abrams, 140 véhicules de transport de troupes et de combat d'infanterie Bradley et 18 canons automoteurs. Voilà. Donc, force est de constater que tout ce déploiement d'armada va créer évidemment donc une source de tension avec la Russie. L'extension de l'OTAN à l'est de l'Europe est manifestement, je ne parle pas de la Syrie, mais manifestement une source de tension avec la Russie. Alors revenons donc maintenant à l'OTAN et l'Union européenne. Les mots OTAN et Alliance Atlantique sont apparus dans les traités européens à partir du traité de Maastricht créant l'Union européenne. Donc depuis lors, l'OTAN et l'Alliance Atlantique ont été expressément mentionnés dans tous les traités régissant donc les institutions européennes. Alors, il faut bien lire et relire l'article 42 du TFUE qui est très difficile à interpréter, car il a une importance fondamentale en ce qui concerne donc le rapport entre l'OTAN et l'Union européenne. Premier principe, l'Union européenne doit se doter à terme d'une seule et même politique de défense, la PSED, politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Deuxième principe, l'Union européenne doit mettre sur pied une armée européenne commune. Troisième principe, l'Union européenne peut se livrer à des opérations de police internationale définies par l'OTAN, même sans mandat de l'ONU, puisque les missions de l'Union européenne ont vocation à s'étendre en dehors de l'Union européenne, et cela afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits
et le renforcement de la sécurité internationale. En clair, cela signifie que l'Union européenne, avec l'OTAN, se donne le droit de se livrer à des opérations de police internationale. Donc en fait, l'article 42 du TUE ouvre la voie à des opérations de police internationale réalisées dans le cadre de l'UE et de l'OTAN, mais pas forcément avec le mandat de l'ONU et en particulier du Conseil de sécurité. Quatrième principe, les obligations de l'OTAN s'imposent à l'Union européenne. Il est en effet précisé que la PSED doit respecter les obligations de l'OTAN. D'ailleurs, tous les nouveaux pays de l'Est ayant adhéré à l'Union européenne en 2005 ont été obligés, à la demande des États-Unis, d'adhérer d'abord à l'OTAN avant d'adhérer à l'Union européenne. Toujours dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne, en novembre, le secrétaire général Jens Stoltenberg, dont je vous parlais tout à l'heure, a demandé à tous les gouvernements européens de veiller à ce que les infrastructures routières, les ponts et les voies ferrées soient aménagées de façon solide pour supporter les plus massifs de nos véhicules, c'est-à-dire les chars, et que les réseaux ferroviaires pour le transport rapide des blindés et matériaux lourds soient bien équipés. Donc l'OTAN continue d'augmenter ses capacités militaires en Europe et a rouvert ses sites de stockage qu'ils avaient pendant la guerre froide. Le premier d'entre eux se trouve aux Pays-Bas, où Washington doit déployer 1600 chars. Un total de 1600 véhicules doit être stocké dans un complexe de 6 dépôts dans la ville d'Egelschouwen, à la frontière belge et allemande. À l'issue d'une réunion de travail au siège de l'Alliance Atlantique à Bruxelles, il est intéressant de noter, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais notre président Macron, en décembre, avait demandé à l'Europe de créer une force militaire européenne. Donc il voulait pousser un peu les feux pour la création de la PESD. Et en fait, les Américains ont répondu par donc le secrétaire à la Défense Jim Mattis, qui, le 15 février 2018, a répondu tout simplement: il y a un accord clair pour inclure dans le document de l'Union européenne que la défense commune est une mission pour l'OTAN, et pour l'OTAN seule. Donc là, il a été bien cadré. Et le secrétaire général de l'OTAN, le norvégien Jens Stoltenberg, avait d'ailleurs auparavant signalé que l'Union européenne ne devait pas se fermer au marché de défense et aux industriels américains. Voici une colonne de blindés en route pour l'Allemagne. C'est une photo qui a été prise le 8 février cette année. La ministre de l'Allemande de la Défense, ministre de la Défense Ursula von der Leyen, avait déclaré que la Bundeswehr devra assumer le rôle déterminant dans la création en Europe de l'Est d'une nouvelle force interarmée, et que l'Allemagne devait héberger un nouveau centre de coordination de l'OTAN. Voilà. Alors, devant tous ces faits, moi je vous pose une question. Que font nos avions, nos navires, nos soldats, dans des zones où la France n'a pas d'ennemis? La mer Baltique, la Lettonie, la mer Noire, la Syrie. À ce que je sache, nous n'avons pas été attaqués par ces pays. Donc la question se pose, et c'est l'ouverture sur le débat qui va suivre maintenant: la France et l'OTAN, rester ou sortir? Si on prend une carte qui montre toutes les actions belliqueuses déclenchées par soit un membre de l'OTAN, soit plusieurs, mais tous membres de l'OTAN, bon, je vous fais grâce des actions américaines en Amérique centrale, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a eu énormément d'interventions de l'OTAN au Yémen, en Irak, en Égypte, 2 en Syrie en 2011 et récemment en 2018 avec les missiles. Bon, on voit bien quand même qu'on est loin finalement du respect de l'article 1 de la charte. Alors, une information avant de terminer intéressante. L'armée française a renforcé sa coopération avec l'organisation terroriste YPG-PPK. Alors, le PKK est considéré comme des terroristes par Damas,
Ce sont en fait des forces kurdes qui luttent pour obtenir donc l'indépendance du nord de la Syrie, du Kurdistan. Le YPG étant l'émanation militaire. En fait, c'est extrêmement complexe parce que Damas n'apprécie pas que les Turcs pénètrent sur leur territoire dans le nord pour lutter contre le PKK. Mais d'un autre côté, il les considère, le PKK, comme des terroristes, mais il n'est pas non plus vraiment fâché quand le PKK résiste bien aux Turcs. Bon, c'est extrêmement complexe. Toujours est-il que nous avons envoyé des soldats là-dedans, qu'ils ont pénétré illégalement le territoire syrien, puisqu'ils n'ont aucun mandat, il n'y a pas de mandat du Conseil de sécurité, et que pour Damas, eh bien, les services de renseignement des forces aériennes surveillent de près les éléments de ces forces étrangères. Ils ont pu les identifier et les ficher comme des délinquants de droit commun. Voici une carte de la Syrie pour vous replacer un petit peu les idées, le Kurdistan étant au nord, et c'est cette zone qui est concernée. Un petit rappel aussi des projets de gazoduc. Vous avez donc la proposition du Qatar qui est soutenue par les États-Unis, et puis la proposition donc, qui avait été adoptée par le gouvernement de Damas pour acheminer donc, le gaz iranien vers la Méditerranée, et donc qui avait été soutenue par la Russie. Bon, toujours est-il que devant tous ces éléments qui sont factuels, on peut quand même se poser pas mal de questions, et l'historien suisse-allemand Daniel Ganser déclarait dans une de ses conférences: pendant de nombreuses années, j'ai observé à distance différentes guerres, et voici ce que j'ai constaté. Ce sont les pays de l'OTAN, la plus grande alliance militaire du monde, qui conduit depuis 70 ans par les États-Unis, ont déclenché le plus de guerres illégales, et ce dans une impunité totale. Donc finalement, il n'y a que deux positions politiques cohérentes. Soit celle qui consiste à fondre la France dans l'OTAN sous domination atlantiste et anglo-américaine, soit celle qui consiste à rassembler les Français pour faire sortir la France de l'OTAN en invoquant l'article 13 de la Charte pour récupérer l'indépendance de notre politique internationale. Voilà. Alors, j'ai mis une petite projection de M. Asselineau. C'est un traité qui date de mémoire du 4 avril 1949 et qui comporte un article, l'article 13, qui permet d'en sortir. Comme il y a l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir de l'Union européenne. Moi, j'avoue que quand j'étais étudiant, je croyais que l'OTAN s'était créée face à la menace grandissante de l'URSS et du pacte de Varsovie, qui était l'équivalent. En fait, j'ai découvert, un certain nombre d'années après, qu'en fait, l'OTAN a été créée en premier. Et le pacte de Varsovie, les forces du pacte de Varsovie, donc du camp socialiste, ont été créées, je crois que le pacte de Varsovie a été créé en quelque chose comme 1953, c'est-à-dire 4 années après. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on m'avait mis dans la tête quand j'étais à l'école, ou au collège, au lycée, ou ce que j'avais entendu à la radio, en fait, l'OTAN n'était pas une réponse au pacte de Varsovie, c'est le pacte de Varsovie qui est une réponse à l'OTAN. Donc en réalité, on peut comprendre que dans la période de guerre froide qui a prévalu à partir de 1947 en Europe occidentale, on peut comprendre que l'OTAN se soit construit face à l'Union soviétique qui disposait, et qui dispose d'ailleurs toujours, d'une force nucléaire tout à fait impressionnante et d'une armée extraordinaire. C'est quand même les soviétiques qui ont écrasé l'Allemagne hitlérienne, ce ne sont pas les Américains. Alors depuis lors, bien des choses ont coulé sous les ponts. Et l'essentiel, c'est quand même qu'à partir de 1989, chute du mur de Berlin, 1991, chute de l'Union soviétique, et 1900, de mémoire, ça va être 93 ou quelque chose comme ça, dissolution du pacte de Varsovie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le pacte de Varsovie. Mieux encore, tous les pays de l'Est, sauf l'Ukraine et la Biélorussie et peut-être la Moldavie, mais les autres pays de l'Est qui étaient dans le pacte de Varsovie sont entrés dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. J'ai souvent cité ce discours du président américain George W. Bush à l'université de Varsovie, et qui, les Américains, ont exigé que les pays de l'Est entrent d'abord dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. De la sorte que l'OTAN maintenant n'est plus un pacte visant à répondre à la menace du pacte de Varsovie, c'est désormais une posture offensive.
Et c'est la raison pour laquelle nous devons sortir de l'OTAN, et non pas seulement du commandement militaire intégré de l'OTAN. J'ai vu que ici ou là, je crois que M. Dupont-Aignan, par exemple, M. Philippot aussi, ne veulent pas sortir de l'OTAN. Eux, ils disent simplement sortir du commandement militaire intégré, donc rester dans l'OTAN. Eh bien, moi, je dis que, comme l'avait dit Charles de Gaulle à Alain Peyrefitte, il n'y a plus de raison objective de rester dans l'OTAN, puisque désormais, il n'y a plus de péril soviétique. Je suis désolé, ma lecture des événements, ce n'est pas vrai que la Russie a une posture offensive. Il suffit de regarder quelles sont les bases militaires de l'OTAN qui encerclent la Russie et la Chine. On ne voit pas de base militaire russe qui encercle les États-Unis, ou de base militaire chinoise qui encercle les États-Unis. Ça n'est pas vrai. Il faut appeler un chat un chat. Il faut donc que la France sorte de cette alliance militaire d'un autre âge et qu'elle promeuve la paix. Qu'elle promeuve la paix, ce qui ne veut pas dire se désarmer. Ce qui veut dire, il faut maintenir l'adage romain, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. En aucun cas, vous ne verrez de ma bouche quelqu'un de rêveur qui dirait, voilà, il faut faire du désarmement unilatéral, etc. Ce serait la pire des choses à faire. Il faut au contraire conserver cette indépendance militaire et stratégique que nous avait donnée Charles de Gaulle, qui est un élément absolument fondamental. Or, actuellement, notre maintien dans l'OTAN fait que, sous la pression des réductions budgétaires constantes de l'Union européenne et de notre appartenance à l'euro, nous sommes obligés de plus en plus de faire des programmes communs d'armement, et sous couvert de ces programmes communs d'armement, nous sommes maintenant obligés par l'OTAN à participer à des programmes où on a un morceau d'aile d'un chasseur ou des trains d'atterrissage, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire que progressivement, si nous continuons comme ça, la France deviendra dépendante pour son armement aérien, armement naval, chars, etc., dépendra de programmes multinationaux où nous ne serons plus maîtres de notre destinée. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons en effet sortir de l'OTAN. Voilà, il faut sortir de l'OTAN parce que l'OTAN, c'est la face militaire de la même médaille d'asservissement à l'oligarchie financière et industrielle qui a mis la main sur le monde occidental. C'est la même médaille d'asservissement que l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la face civile. L'OTAN, c'est la face militaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.